Pays de la Loire, Europe Direct, Pays de la Loire, c'est en Mayenne à Laval avec la Maison de l'Europe, en Loire-Atlantique avec la Maison de l'Europe basée à Nantes, en Sarthe avec la Maison de l'Europe basée au Mans et à Angers, Maison de l'Europe de Angers pour Europe Direct, Maine-et-Loire et pour la Vendée, le service des relations internationales de la ville de La Roche-sur-Yon basé à la médiathèque Benjamin Ravier pour Europe Direct Vendée. Donc bienvenue au nom de ces 5 Europe Direct en Pays de la Loire pour le webinaire à la découverte d'Erasmus+ Jeunesse pour vos projets. Donc, nous allons avoir 1 heure d'échange pour justement que vous en sachiez plus sur le programme Erasmus+ Jeunesse. Nous aurons 2 intervenants ce matin. Monsieur Bruno Massé de la communauté de communes de Couévron en Mayenne, qui nous présentera de façon très concrète des exemples de projets qui entrent dans le cadre d'Erasmus+ Jeunesse. Et dans une deuxième partie, nous aurons Élise Bouffini de la Maison de l'Europe au Mans, qui, elle, pourra vous donner toutes les indications sur la méthodologie administrative, justement, pour avoir accès à ce programme de la Commission européenne Erasmus+ Jeunesse. Après ces introductions, eh bien, nous allons commencer tout de suite, puisque vous êtes plus de 30 présents. Sachez qu'il y a plus de 40 inscrits avec des représentants des 5 départements. Donc, merci à vous de vous être mobilisés pour assister à cette information sur Erasmus+ Jeunesse. Et tout de suite, je vais passer la parole à Monsieur Bruno Massé de la communauté de communes de Couévron, qui est responsable de séjours de mobilité à l'international et notamment en Europe. Bruno Massé, bonjour. Bonjour. Donc je fais quoi? C'est parti, je déballe? C'est parti. Ok. Donc du coup, je travaille à la communauté de communes des Couévrons. Oui, pas facile à dire, je sais. En Mayenne. Alors pour ceux qui ne savent pas où se trouve Évron, ville-centre, 8000 habitants, ça se trouve à 30 km à l'est de Laval, en direction du Mans. Accessoirement, pour vous situer un petit peu la collectivité, c'est le territoire, c'est 40 km sur 40 km, c'est 25 000 habitants. Donc nous sommes un territoire rural. Et dans cette belle organisation, mon titre, c'est responsable des séjours et des échanges européens. Donc ça veut dire que je suis animateur jeunesse de base et je suis assez fier de. C'est pas fier, c'est juste pour dire que je suis un petit peu animateur de terrain et j'ai appris à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui et j'ai développé des actions sur des mobilités européennes. Donc, du coup, je vais vous parler de ce qu'on a fait l'an dernier, par exemple, ou les 2 dernières années. Concrètement, je vais vous raconter ce qu'on fait, ce que je fais en ce moment là, encore ce matin, et puis je vais vous parler, par exemple, de ce qui va se passer cet été. Donc concrètement, les échanges de jeunes, pour nous, si je prends deux exemples concrets, on a un projet qu'on a appelé 100, donc 100, qui consistait à... Donc c'était des groupes de jeunes norvégiens, espagnols, finlandais, autrichiens, avec des Français bien évidemment, qu'on a emmenés sur l'île de Groix, dans une auberge de jeunesse qui est un petit peu particulière parce que c'est une ancienne batterie de canon allemande. Donc c'est un petit peu spartiate et un petit peu très soft. Donc du coup, ce projet 100, l'idée c'était simplement, vous ne venez sur l'île où vous ne vous déplacez qu'avec 100 objets. Une paire de lunettes, ça fait un objet. Une paire de chaussettes, ça en fait un deuxième. Votre valise, ça en fait trois. Votre montre, ça en fait quatre. Donc en fait, dans l'idée, c'était de travailler avec des jeunes sur la façon dont ils consomment. Donc en les interpellant sur ce dont ils avaient vraiment besoin pour voyager, ça a été l'occasion de créer des débats entre ceux qui avaient 52 objets avec eux et puis ceux qu'on avait 195. Donc dans l'idée, il n'y avait pas de limite, il y avait simplement un souhait de ne partir ou de ne voyager que de 1, 2, 3, de ne voyager qu'avec 100 objets. Il n'y avait pas d'interdiction, il n'y avait pas de limite, mais en tout cas, c'était l'occasion pour nous de créer du débat sur ce que les jeunes consomment, comment ils consomment, et pourquoi tu as besoin de prendre un sèche-cheveux, moi, ce n'est pas le cas, pour voyager, pourquoi tu as besoin de autant de choses, alors que moi, j'ai pu le faire, ce voyage, avec beaucoup moins de choses. Et donc, du coup, sur l'île de Groix, on en a aussi profité pour travailler un petit peu sur l'environnement, parce que bien évidemment, notre mode de consommation,
va forcément induire et avoir un impact sur l'environnement. Donc ça, c'est un type de projet qu'on a fait. Alors sur le nombre de jeunes, c'est en gros, pour ces échanges-là, quand on est en France, parce qu'on gère et on organise en direct l'accueil des jeunes, on est plutôt sur un format 40-50 jeunes. Donc quand vous avez des adultes en plus, on est plutôt sur un volume de 60 personnes, donc c'est assez conséquent. Ça suppose d'avoir une bonne habitude de la gestion de grands groupes et notamment de la logistique pour déplacer tous ces groupes de Paris, par exemple, vers l'île de Groix. Un autre exemple de projet, mais je mettrai les liens tout à l'heure pendant le webinaire. On travaille beaucoup sur de la vidéo, donc pour illustrer un petit peu ces projets, on avait un deuxième projet qui était assez sympa, c'était je me meus, du verbe se mouvoir pour ceux qui auraient des problèmes de conjugaison. Donc du coup, dans l'idée, c'était une mobilité à vélo entre Évron et Saint-Malo. Donc en fait, c'est pas simple, c'est pas forcément ce genre de projet qu'il faut faire sur un premier essai, mais en tout cas, nous, logistiquement, on avait la capacité de le faire. Moi, je me sentais capable de le faire. Donc, du coup, dans l'idée, c'était des mobilités à vélo. Donc là, on travaillait plutôt sur des priorités européennes qui sont de valoriser et de promouvoir l'écomobilité. Donc clairement, on est parti d'Evron et puis par petits bouts de morceaux de route, nous sommes allés jusqu'à Saint-Malo en vélo et pour revenir ensuite. Donc ça, c'est un autre exemple de projet très très concret. Dans le volume, c'était à peu près pareil, hein, c'était une quarantaine de jeunes. C'est pas simple, mais on l'a fait. Aujourd'hui, sur quoi je travaille, je regarde mon chronomètre, hein. C'est bon, c'est bon. Sur quoi ouais, sur quoi je travaille. Aujourd'hui, je travaille sur un projet participation de jeunes. Donc, ce ne sont pas des échanges de jeunes. Alors déjà, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on travaille plutôt sur des mineurs, donc des 13-17 ans, sur nos échanges de jeunes, alors que là, sur le projet participation de jeunes, on est plutôt sur des 18-25 ans. La Oui, plupart parce que des jeunes le qui... projet, juste pour préciser à nos auditeurs, c'est que le projet Erasmus Plus Jeunesse concerne les 13-30 ans, plus Oui, les encadrants qui peuvent avoir au-delà de 30 ans. donc, voilà. Et donc, en fonction de nous, on travaille sur le domaine, dans le domaine de la jeunesse, donc on travaille plutôt sur les 13-17 ans. Mais sur ce projet participation de jeunes, on a préféré, pour avoir peut-être une qualité un peu supérieure, travailler sur du 18-25 ans. Et pour la plupart des jeunes qui participent à ce projet participation de jeunes, on va dire que ce sont d'anciens jeunes ou des jeunes vieux qui ont participé précédemment sur nos échanges de jeunes. Donc en fait, l'idée de la collectivité, c'était aussi de pouvoir proposer à ces jeunes-là de continuer sur des mobilités qu'ils ont appréciées fortement. Donc en fait, l'idée de ce projet-là, ça va être sur une mobilité qui a lieu la semaine prochaine, le mois prochain, pardon, à Helsinki, ensuite à Palma, et une troisième mobilité pour les groupes étrangers qui viendront en France, c'est de travailler sur la réalisation d'un documentaire vidéo sur c'est quoi d'être jeune en milieu rural, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, euh, pourquoi vous êtes parti, qu'est-ce qui vous ferait revenir. Donc en fait, l'idée de ces projets participation de jeunes, au-delà de créer de la mobilité, c'est aussi de travailler sur un support. En tout cas, ça c'est pour nous, c'est le cas pour nous. On travaille sur un support, on s'interroge sur des problématiques qui concernent les jeunes dans les territoires ruraux. Et sur la finalité du projet, il y a forcément un retour vers des élus. C'est-à-dire que alors l'idée, c'est pas de révolutionner la politique jeunesse sur nos territoires, mais en tout cas d'interpeller. En plus, c'est les élections l'année prochaine. Il y a des élections, donc c'est d'interpeller les jeunes, enfin les élus sur nos jeunes. Aujourd'hui, on sait très bien s'occuper des 3-12 ans dans les accueils de loisirs. Jusqu'à 12-13 ans, dans nos territoires, on propose une multitude de possibilités pour les jeunes ou pour les enfants. Par contre, c'est vrai que dès qu'on arrive à les 13-25 ans, il n'y a plus rien. Donc, dans l'idée, c'est simplement, on crée un documentaire, on interviewe des jeunes qui vont raconter ou se raconter à travers leur parcours ce qui a été compliqué ou facile en milieu rural, et on reviendra en fin de projet vers nos élus pour parler, débattre, proposer, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu un autre modèle de mobilité qui sont possibles avec le programme Erasmus+. Voilà, donc ça, c'est mon actualité. Et Donc, Bruno, en oui, fin de compte, le projet Erasmus+ permet d'aborder vraiment de multiples thématiques, hein, c'est un oui, champ très large. oui. Alors, il y a des priorités européennes bon, c'est pas préférable de choisir, mais en tout cas, il y a des priorités européennes. Donc, c'est vrai que parfois, cocher les bonnes cases, ça peut permettre, dans le cadre d'un dépôt d'un premier dossier, peut-être d'avoir plus de chances d'avoir
projets approuvés. Et puis, je vais faire rapidement sur l'été prochain, parce que je vois que le temps défile. L'été prochain, pour nous, c'est un séjour en France, à Paimpol, sur l'interculturalité. On va jouer à fond la carte de la Bretagne. Et puis un séjour en Italie avec un autre groupe de jeunes, toujours avec nos partenaires italiens, espagnols, souvent finlandais aussi, et autrichiens. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est oui, sur l'Italie, on va partir plutôt sur. On adore la vidéo chez nous, donc on va repartir sur une vidéo à créer avec un groupe de jeunes. Mais là, plutôt dans l'idée, c'est de valoriser et en fait, on va travailler plutôt sur la visibilité de nos échanges sur nos territoires ruraux. C'est un petit peu là-dessus qu'on se bagarre, c'est que nos élus, parfois, ont l'impression que c'est des belles vacances qu'on paye à nos jeunes. Nous, on a envie d'expliquer à nos élus que c'est pas simplement, que c'est pas un travail facile et que c'est surtout pas des vacances pour des jeunes. Donc, il est nécessaire régulièrement de répéter, de montrer et d'illustrer pour nos décideurs ce qu'est un échange de jeunes réellement. Et je vois le temps qui est passé, on a Non, c'est largement bon, c'est bon, dépassé. c'est bon, C'est bon. c'est bon. La plus-value pour nos jeunes, alors si j'y vais, donc si c'est pas des vacances, nous, en tout cas, moi, ce que j'observe, alors c'est peut-être un petit peu prétentieux de ma part, mais en tout cas, on a déjà, alors pour moi, même si les séjours sont de 2 semaines, 10 jours, 12 jours, on a des jeunes qui grandissent. Alors ça fait un peu pompeux de dire ça, mais on a des jeunes qui sont parfois transformés. Alors, c'est aussi peut-être la façon dont on travaille avec eux. On ne les prend pas pour des jeunes, nous, on les prend pour on les prend pour des participants, et nous aussi, on est des participants. Donc, on travaille ensemble. Donc, du coup, ça crée de nouvelles envies pour nos jeunes, parfois, alors sur une nouvelle mobilité, mais aussi peut-être aussi parfois à titre scolaire, ils ont envie de faire autre chose, et ils se sont un petit peu découverts, ils gagnent en confiance, et puis on a des jeunes qui osent. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un peu pompeux de le dire, mais c'est vraiment des choses qu'on observe. Et l'outil échange de jeunes, pour moi, c'est un vrai tremplin pour nos jeunes, dans nos territoires ruraux en tout cas, mais dans les autres territoires, bien évidemment. On parlait des freins. Alors, moi, j'en parlais. Pour des personnes qui voudraient se lancer là-dedans, les freins, souvent, ils reviennent. Il y en a trois qui reviennent assez souvent. C'est trouver des partenaires, parce que c'est pas simple de trouver des partenaires et des partenaires, alors des bons partenaires et des partenaires de confiance. L'anglais ou la communication avec un partenaire étranger ou des partenaires étrangers, c'est souvent ce qui revient sur les problématiques liées à l'organisation d'échanges de jeunes. Et puis surtout, bah, après, mais ça sera le travail. Le prochain témoignage sur le montage du dossier, qui est un petit peu chronophage et qui fait un petit peu peur, et on n'ose pas trop se lancer là-dedans. Donc, j'espère que j'ai été assez Très court, bien, c'est assez parfait. concis. Mmh. Et donc peut-être, aussi, Bruno, aborder l'aspect de la formation des encadrants aussi, parce que Erasmus+ Jeunesse permet aussi la possibilité pour, justement ceux qui sont parmi nous ce matin et qui veulent se lancer dans, les projets de mobilité européenne avec des groupes de jeunes, de pouvoir aussi participer à des formations en amont pour, mieux maîtriser les tenants et les aboutissants. Ouais, il y a des formations. Alors, moi, j'ai commencé sur des formations assez simples sur comment préparer un échange de jeunes et comment évaluer un échange de jeunes, parce qu'il y a vraiment besoin de se former et de prendre une somme d'informations au départ, parce que le programme, voilà, je suis en train d'effrayer tout le monde, mais le programme, il est assez conséquent. Donc, en fait, moi, j'ai souvent l'habitude de dire, en fonction de ce que vous voulez faire, en fait, c'est une commode Erasmus+, il y a des petits tiroirs, et en fonction de vos objectifs et en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez plutôt prendre ce petit tiroir-là et pas l'autre d'à côté qui ne correspond pas à vos besoins. Donc les formations, j'ai commencé par des formations en France, et puis en développant mon anglais, qui n'est toujours pas top, aujourd'hui, je pars en formation sur racisme et xénophobie. Je suis parti en formation sur comment monter un échange de jeunes de qualité, etc., etc. Donc, en fait, ces formations-là, je ne sais pas si je peux aller loin dans le développement, souvent elles sont gratuites, hein. C'est-à-dire que vous pouvez partir à l'étranger, vous bénéficiez, vous aussi, d'une mobilité. Alors, elle peut être en France aussi, hein, souvent en anglais, malgré tout. Et par contre, c'est aussi la possibilité de rencontrer des gens en vrai et de pouvoir échanger avec des partenaires potentiels, ou de tester des personnes dans la réalité pour voir si vous êtes vraiment compatibles sur la possibilité de travailler ensemble, ce qui est des fois un peu compliqué. Très bien.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans cette première partie qui a été illustrée. Donc, en fait, l'idée de cette première partie était de vous donner un petit peu un aperçu des typologies de projets que vous pouviez développer avec un financement européen. Et donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer du coup tout de suite la parole à Éline Bouffini de la Maison de l'Europe au Mans, basée au Mans, qui va se présenter et qui va en plus pouvoir vous donner tous les petits bons conseils sur le côté administratif d'un programme financé par la Commission européenne qui s'appelle le programme Erasmus+ Jeunesse. Éline, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc Hélène, moi je travaille à la Maison de l'Europe du Mans, comme Hélène l'a expliqué, depuis bientôt 10 ans. Et mon travail en partie, c'est d'accompagner les structures qui veulent développer des projets européens, et en particulier avec le programme Erasmus+. Donc je vous ai préparé pour ce matin une petite présentation qui va venir un peu brosser tout Erasmus+ jeunesse, assez rapidement, évidemment, mais on vous l'enverra après, comme ça vous aurez l'occasion aussi de revoir et de vous replonger dedans. Il y a pas mal de liens aussi. Donc c'est Et parti. comme Éline parle des liens, et merci beaucoup à Bruno pour ta concision. Et justement, pour en savoir plus, il a mis dans le chat les liens vers les vidéos des projets dont il nous a parlé. Merci beaucoup, Bruno. Hop, est-ce que le partage fonctionne pour tout le C'est monde? parfait, on le voit parfaitement. Super, et ben c'est parti. Alors, Erasmus, d'abord, c'est quoi? Hélène l'a précisé tout à l'heure, c'est un programme de l'Union européenne, hein, donc financé par la Commission européenne et qui existe depuis 1987. Donc, ça a déjà bien plus de 30 ans. Ça a commencé avec plutôt les universités, en fait, et les déplacements d'étudiants. Et petit à petit, on a ajouté le plus à la fin d'Erasmus, puisque ça vient maintenant s'adresser à tout le monde, mais littéralement tout le monde, hein. Les jeunes, les adultes, depuis dès la maternelle, qu'on soit en formation ou sans emploi. C'est devenu très large. Programme du coup de mobilité et de mise en réseau sur l'éducation en Europe. En France, un fonctionnement un petit peu particulier, mais qu'on va retrouver dans d'autres pays. Ce qui fait que ce matin, ce webinaire, il se concentre uniquement sur la partie jeunesse. On a du coup un programme qui est géré par 2 agences, une à Paris qui va se spécifier sur la partie jeunesse et sport, et donc tout ce qui va être éducation non formelle, et une à Bordeaux qui, elle, s'intéresse plutôt à l'éducation formelle, qu'on appelle éducation formation. Donc celle à Bordeaux va en fait s'occuper de tous les projets Erasmus qui se déroulent dans un cadre formel d'éducation. École, université, éducation professionnelle, formation des adultes, tandis que celle à Paris va plutôt donc pouvoir être consacrée là à la jeunesse et au sport, donc les jeunes, les mêmes jeunes qui vont à l'école, mais en dehors du cursus scolaire. On redivise le programme en 2 actions clés. Alors là, c'est la partie un petit peu technique, mais c'est pas Donc si là, on est bien sur Erasmus+ Jeunesse, hein? Exactement. On va se concentrer uniquement sur Erasmus+ jeunesse. Je vous ai mis quelques liens plus tard sur Erasmus+ éducation formation, pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur cette partie-là. Mais donc là, ce matin, uniquement jeunesse. Donc le programme se divise en 2 actions clés. La première, qu'on va appeler l'action clé 1, qui concerne la mobilité, vraiment. C'est ce que Bruno nous a présenté, notamment les échanges de jeunes, donc des groupes de jeunes qui se déplacent et qui vont se retrouver. La mobilité des acteurs jeunesse, la mobilité du personnel sportif, puisque c'est jeunesse et sport, la participation des jeunes, qui est un des projets de Bruno aussi, et Discover You Inclusion. Je vais revenir plus en détail sur chacun des programmes. Et la partie action clé 2, là, qui concerne ce qu'on va appeler les partenariats, où là, on va avoir de la mobilité, mais pas que. L'objectif, c'est aussi d'aller travailler à plusieurs organisations en Europe, d'avoir ensemble des idées de production, par exemple. Ça peut être aussi de réfléchir à des politiques jeunesse ensemble. C'est des projets d'un peu plus grande envergure qui permettent donc d'avoir des partenariats. Donc, on a Donc vraiment cette catégorie. partenariat, Éline, question, est-ce que, puisqu'il y a des MFR qui sont avec nous ce matin, est-ce que des MFR pourraient s'associer à des associations de jeunes ou clubs sportifs ou autres, pour participer à une action clé 2?
Oui, tout à fait, parce que dans les partenariats de coopération, on va avoir plusieurs organisations donc de plusieurs pays, mais on peut en avoir plusieurs aussi en France. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être une structure sportive sur un territoire avec la MFR de ce même territoire et peut-être que l'objet du partenariat, ça va être de réfléchir justement sur par exemple, l'activité sportive à l'école et en dehors de l'école, comment est-ce que ça peut être un moment, un vecteur important quand on est jeune, et donc d'avoir comme ça un petit peu plusieurs typologies d'acteurs sur un même partenariat. Donc ça, c'est complètement ouvert effectivement à des structures plus scolaires. Alors que échange de jeunes, là, si c'est dans le temps scolaire, ils ne pourront pas émarger. Exactement. Et donc, on a plutôt sur l'autre agence éducation-formation de la mobilité des élèves qui va pouvoir se faire là sur le temps scolaire, alors qu'échange de jeunes, on est vraiment en dehors du cadre scolaire. 4 thématiques prioritaires, Bruno en a parlé, c'est sur donc le programme Erasmus, il fonctionne en programmation de 7 ans, comme tous les programmes européens. Donc là, on est dans la partie 2021 jusqu'en 2027, c'est la durée du programme qui se renouvelle ensuite avec d'autres choses. Et les 4 thématiques prioritaires en ce moment, donc, c'est l'inclusion, la diversité, la transformation numérique, l'environnement et la participation démocratique et les valeurs communes. Alors, 4 grandes thématiques pour le programme, donc qui s'appliquent vraiment à l'ensemble de l'Union européenne, qui ont pour vocation vraiment d'abord d'aller inclusion et diversité, c'est d'aller ouvrir de plus en plus le programme Erasmus et la mobilité à des personnes qui n'auraient pas forcément un parcours qui les amène directement à ça. Le programme s'est d'abord constitué avec les étudiants, on l'a dit. Là, l'idée, c'est d'aller ouvrir à tout le monde et même des personnes qui vont du coup pas forcément y avoir accès si facilement. Bruno disait en ruralité, par exemple, la mobilité, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Donc, l'inclusion et la diversité, c'est aussi ça. La transformation numérique, on va inclure dedans, parce que ça peut faire un peu peur comme ça va être l'éducation aux médias et au numérique, par exemple, à l'information, la lutte contre les fake news. Ça, ce sont aussi des choses qu'on va retrouver dans cette thématique-là. Pour l'environnement, encore une fois, Bruno, qui a des projets qui sont super chouettes, notamment sur la mobilité douce ou alors sur la consommation et du coup éviter la surconsommation. C'est ce qu'on va trouver dans environnement et lutte contre le changement climatique. Et enfin, participation à la vie démocratique, valeurs communes, engagement civique. C'est très large, mais c'est tout ce qui va être autour de la citoyenneté aussi, en fait. Le programme Erasmus+ Jeunesse, il a vraiment pour vocation de permettre aux jeunes de devenir des citoyens actifs et participants à la vie civique. Et donc, du coup, tous les projets ont vocation à être dessinés de cette manière-là. Ces 4 thématiques prioritaires, elles sont... on n'en choisit pas forcément une, c'est plutôt l'objectif, c'est que vos projets viennent un peu embrasser ces 4 thématiques en même temps. Et puis peut-être qu'il y en a une sur laquelle vous allez travailler un petit peu plus particulièrement, mais ça doit faire partie un petit peu globalement de votre projet. C'est ce qui permet de donner du corps aussi Exactement. au contenu. Alors, rapidement, dans les grandes lignes, sur chacune des actions pour que vous puissiez voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Les échanges de jeunes, donc le premier projet dont Bruno nous a parlé, donc des rencontres entre des groupes de jeunes avec un programme d'apprentissage non formel. Il l'a dit, la difficulté, c'est parfois d'expliquer aux élus que ce n'est pas des vacances. Alors, effectivement, ce n'est pas du tout des vacances Erasmus. Il y a des financements qui sont intéressants à la clé. En revanche, c'est des projets pédagogiques et éducatifs qui sont aussi assez ambitieux. Donc, avec un programme, par exemple, effectivement, d'aller s'intéresser à la consommation et de réfléchir à nos besoins de consommation. Les jeunes qui peuvent participer doivent avoir de 13 à 30 ans. Donc, c'est 13 ans le jour du début de la mobilité. Ça peut être jusqu'à 30 ans l'année des 30 ans. Une mobilité, ça dure 5 jours minimum, 21 jours maximum, sans les voyages qui permettent du coup de rejoindre le lieu d'accueil. Donc ça peut être une petite semaine, comme ça peut aller jusqu'à 3 semaines si vous avez un grand programme. Et donc 16 participants minimum, 60 maximum, c'est pareil, c'est assez adaptable entre des groupes assez petits et puis des très très grands groupes. Au moins 2 organisations participantes, une d'envoi, une d'accueil. Donc ça peut très bien se faire en bilatéral, votre structure plus une structure espagnole, par exemple, comme vous pouvez être plutôt 5 organisations qui envoient chaque 5 jeunes. Ça peut aussi constituer un groupe.
Les pays membres de l'Union européenne donc, sont des participants de droit à Erasmus+, mais on a aussi des pays associés au programme, tout le voisinage de l'Union européenne, qui peuvent aussi en fait participer à ces échanges. Donc ça peut être intéressant aussi si vous avez envie d'aller voir un petit peu plus loin. Et enfin, un soutien supplémentaire pour des jeunes qui ont moins d'opportunités, comme on en parlait dans cet objectif d'inclusion et de diversité. Le programme a maintenant un financement, un forfait spécial pour des jeunes ayant moins d'opportunités, c'est-à-dire des jeunes qui sont en zone France Revitalisation Rurale, par exemple, ou en quartier prioritaire de la ville, un quotient familial bas ou une situation de handicap. Ça veut dire un forfait supplémentaire pour faciliter justement l'organisation de la mobilité pour eux. Je continue avec la mobilité des acteurs jeunesse. Donc là, ça s'adresse plutôt à vous et donc pas à vos jeunes. C'est la possibilité pour vous de partir, donc observer des pratiques de collègues, faire des formations, rencontrer des réseaux d'acteurs pour justement pouvoir faire des partenariats plus tard. Ça demande toujours 2 organisations, une d'envoi, une d'accueil. Encore une fois, les pays de l'Union européenne ou en dehors. Et ça peut être 2 jours à 2 mois. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment partir aussi 2 mois en observation des pratiques de vos collègues, en immersion, en fait, un peu en stage dans une autre structure. Bon, évidemment, on se pose la question de qui vous remplace pendant 2 mois, mais il y a des choses qui sont vraiment possibles et des échanges aussi. Par projet, on peut avoir jusqu'à 50 participants, c'est-à-dire que vous pouvez partir aussi en équipe sur une semaine, par exemple. Il n'y a pas de limite d'âge, donc vous pouvez, ça peut aussi être des bénévoles, par exemple, à la retraite. Ça doit être des personnes impliquées dans le travail jeunesse, donc bénévoles ou alors employés de votre structure ou alors des élus. C'est aussi possible. La mobilité du personnel sportif, c'est assez similaire, un petit peu plus court, avec des observations en situation de travail jusqu'à 2 semaines, des missions d'encadrement ou de formation, c'est-à-dire que vous pouvez vous aussi, en tant que coach, en fait, aller former, aller encadrer une équipe, par exemple. 10 participants maximum par projet, toujours donc des membres de personnel d'organisations sportives qui sont entraîneurs, bénévoles. Ça, c'est aussi assez libre. La participation des jeunes, c'est le second projet que Bruno nous exposait. Donc, toujours des jeunes de 13 à 30 ans avec des possibilités de projets nationaux. Donc, on peut travailler seulement, en fait, sur une échelle locale avec une plus-value européenne, mais sans forcément impliquer d'autres structures. Comme on peut avoir un projet transnational, donc avec une ou plusieurs organisations d'autres pays. Ça peut permettre, ces projets de participation des jeunes, d'aller visiter une institution. Par exemple, sans forcément avoir de partenaire belge, vous pouvez très bien vous dire, bon ben nous, dans le Maine-et-Loire, avec notre groupe de jeunes, on va aller visiter donc le Parlement européen à Bruxelles. Même si on n'a pas forcément de partenaire en Belgique qui nous accueille, c'est pas obligatoire. Une visite d'institution politique peut permettre vraiment d'être le cœur d'un projet de participation des jeunes. Ces projets de participation des jeunes, ils sont très très larges. Vous pouvez vraiment en faire plein de choses différentes. L'idée, c'est vraiment du coup d'offrir des situations d'engagement à des jeunes. Donc c'est très très malléable. Tant qu'on a un engagement derrière, il y a plein de choses à faire. Donc hyper intéressant. Et pour finir sur la partie mobilité, Discover EU Inclusion, peut-être que vous connaissez. Juste Éline, avant, pour revenir sur la participation des jeunes, là, ça peut être, puisqu'on a des centres d'information jeunesse aussi qui sont là ou d'autres structures, ça pourrait être des jeunes dont on a identifié leur souhait de un peu plus découvrir l'Europe, qui viennent nous voir. Et donc là, on peut justement permettre de réaliser, concrétiser leur envie, sans pour autant être dans un échange de jeunes, comme on l'a vu avant, sur une durée longue. Est-ce qu'il y a des jours minimums pour ces types de programmes? Non, il n'y a pas de jour minimum sur la participation des jeunes. Ça consiste vraiment à proposer votre projet, ce que vous avez envie de faire. Ça peut très bien être un cycle, par exemple, d'éducation à l'Europe avec des jeunes du coup de votre territoire où vous allez faire différentes choses, mais de manière ponctuelle, par exemple pendant les vacances ou les mercredis. Donc là-dessus, c'est très libre et très malléable pour le coup. Donc répondre exactement aux attentes des clubs de jeunes ou info jeunes qui sont parmi nous aussi. Tout à fait. Merci.
Discover You, c'est un petit peu plus récent dans les programmes Erasmus+. C'est la possibilité pour les jeunes de 18 ans tout pile de gagner un pass Interrail, un pass de train qui leur permet de voyager jusqu'à 30 jours dans l'Union européenne ou en Europe en train, du coup, gratuitement. En tout cas, la partie transport est prise en charge. Et ça fonctionne habituellement, il y a une campagne en ce moment même d'ailleurs, c'est-à-dire que les jeunes qui vont avoir 18 ans dans l'année peuvent s'inscrire, il y a un tirage au sort, et puis ensuite, s'ils sont pris, ils reçoivent du coup ce fameux ticket utilisé pendant une année ensuite. Après 2-3 ans de mise en œuvre, ils se sont rendus compte que c'était pas forcément facile pour tous les jeunes de 18 ans. Tout le monde n'a pas la capacité et la possibilité de s'organiser soi-même pour partir plusieurs semaines en Europe. Donc, d'où Discover EU Inclusion. Là, l'idée, c'est que vous, en tant que structure jeunesse, que vous soyez un pige ou un club un centre social, c'est pour des jeunes de 18 à 21 ans, donc on ouvre un petit peu plus la tranche d'âge, et c'est de pouvoir les accompagner, alors soit physiquement avec un accompagnateur, c'est possible, ou alors de plus loin, mais en les aidant à préparer leur voyage, en les accompagnant un petit peu sur toutes les démarches qu'il y a à faire pour réserver un hébergement, réfléchir son budget pour ses loisirs, son alimentation, etc. Et donc, c'est la possibilité de faire partir des jeunes, donc de 1 à 5 jeunes, donc en petits groupes aussi, d'avoir un accompagnateur si vraiment ça aide. Et on a là, à la différence du Discover EU classique, des frais de séjour de 78 € par jour par participant. Là où Discover EU vous permet de gagner un pass de train et ensuite vous vous débrouillez pour le reste, Discover EU Inclusion, donc pour les jeunes ayant moins d'opportunités, c'est aussi un financement qui va permettre d'aller payer les auberges de jeunesse et puis les différents postes de dépenses comme l'alimentation, les transports sur place et évidemment les visites. Donc voilà, ça c'est un petit peu moins connu encore, Discover EU Inclusion, mais c'est un moyen d'amener justement des jeunes vers le voyage, vers la mobilité, un peu plus en douceur et en ayant un accompagnement. Donc, merci à Julie Angot de la Maison de l'Europe de Angers qui vous a mis le lien pour accéder à ce Discovery You dans le chat. Super. Je passe à l'action clé de partenariat. Donc là, c'est des projets qui sont plus conséquents. Le but, c'est d'accroître la qualité des activités. On est sur du renforcement des capacités des structures. C'est-à-dire que les projets de partenariat de coopération, c'est au minimum 3 structures de 3 pays différents. Des projets qui vont durer de 1 à 3 ans, en fait, et avec des montants de subventions qui sont assez conséquents, de 120 000 à 400 000 €, avec des thématiques spécifiques bien définies. On va se dire, par exemple, qu'avec 3-4 structures en Europe, on va aller monter, par exemple, on va aller créer ensemble un kit sur les conseils municipaux de jeunes. Enfin, une idée au hasard, hein. Mais comment favoriser la participation justement des jeunes dans des instances comme ça locales. Et on va aller du coup regarder comment ça se passe dans différents pays qui mettent ça en place, et on va ensemble créer un guide pour faciliter, puis qui va recenser toutes les bonnes pratiques de comment est-ce qu'on implique les jeunes dans ces instances-là. Ça peut être un partenariat de coopération, où pour le coup, donc on a une structure qui va piloter le partenariat et d'autres structures donc, qui vont être participantes et qui vont se partager tout ensemble une subvention pour mettre en place ce projet-là qui va viser à aller agréger des bonnes pratiques, proposer des politiques jeunesse au niveau européen. Donc voilà, c'est des projets un petit peu plus conséquents, mais qui permettent aussi d'avoir des moyens de faire des choses sur votre territoire directement et d'essayer des choses avec des financements. Évidemment, pour les nouveaux dans Erasmus+ Jeunesse, on vous conseille d'abord de commencer par des projets de mobilité ou alors par des projets de partenariat simplifié. C'est un petit peu la même chose que ce que je viens de vous présenter, mais vraiment en simplifié, ça porte bien son nom. Là, du coup, on est à 2 organisations minimum, des projets qui peuvent durer 6 mois minimum, donc un peu plus légers, et des montants de subventions qui sont aussi un petit peu plus faibles, donc qui permettent d'aller tester ça. Comment est-ce qu'on travaille en partenariat avec une autre structure pour créer ensemble, mais à échelle un petit peu plus accessible quand on démarre. Parce que les partenariats de coopération, c'est quand même un petit peu plus au bout de quelques années quand on est à l'aise avec Erasmus. Donc, Éline, ce sont bien des forfaits, donc quel que soit le nombre de participants. Tout à fait. Là, c'est vous qui décidez en fait au moment de votre candidature quel forfait est-ce que vous allez demander en fonction de vous allez faire vos propres projections, votre budget en vous disant
mais du coup, on aimerait bien aller passer 3 jours là-bas entre animateurs jeunesse, donc ça va nous coûter tant. Et puis ensuite, on va faire une petite mobilité avec un petit groupe de jeunes, ça va nous coûter tant. Et après, chez nous, eh bien, on va faire intervenir une structure locale, ça va nous coûter tant. Vous dites, OK, bon, on en est à peu près à là, on va demander tel forfait. Merci. Manifestation sportive européenne à but non lucratif, donc dans la partie sport du programme qui est quand même bien moins connue, mais qui tend à se développer de plus en plus, notamment en France, il y a une volonté vraiment de développer Erasmus+ sport. Ce n'est pas des compétitions sportives qui sont déjà organisées, mais par contre, ça peut être une manifestation qui se déroule dans votre territoire et en parallèle en même temps dans d'autres territoires, qui va avoir du coup une vocation un petit peu européenne, ou alors un événement sportif qui va rassembler 10 organisations européennes différentes qui vont se retrouver, je sais pas moi, une dizaine de jours sur la Comcom de Couëvron et qui vont du coup avoir une espèce de festival du sport, par exemple. Ça pourrait être ça. Donc des Toujours projets quand même d'envergure assez importante, hein. Tout à fait. Là, on est quand même sur des gros projets et toujours avec des financements forfaitaires. Je reviendrai sur la partie financement juste après, mais ça, c'est c'est l'atout vraiment du programme Erasmus+, c'est le côté forfaitaire. Donc là, ce serait plus pour des associations ou des clubs sportifs qui pourraient se rapprocher de leur comité départemental ou leur ligue pour organiser ce type de manifestation. Tout à fait. Un petit focus sur l'inclusion. J'en parlais tout à l'heure, mais du coup, il y a différentes typologies de publics qui peuvent permettre de bénéficier de ces soutiens supplémentaires à l'inclusion. Évidemment, les situations de handicap qui vont être reconnues, par exemple une RQTH, les zones France Revitalisation Rurale. Dès que vous êtes dedans, c'est un soutien financier en plus. Les affections longue durée, les quartiers politiques de la ville, les quotients familiaux qui sont assez bas. Donc, il va y avoir une échelle tous les ans qui est proposée pour savoir à partir de combien ça fonctionne. Et les élèves, les jeunes qui sont boursiers, donc même s'ils ne sont pas dans le cadre scolaire au moment de votre projet, s'ils sont boursiers dans la vie en général, ça peut aussi valoir un soutien inclusion supplémentaire. Donc voilà, on a soit un forfait qui va être de 125 € par personne, pour le projet, soit la possibilité de financer des frais réels, c'est-à-dire que un jeune qui serait malvoyant, par exemple, qui aurait besoin d'un accompagnateur supplémentaire sur la durée du séjour pour pouvoir l'aider au quotidien, eh bien, c'est possible du coup de financer la participation de cette personne-là. Accéder au financement Erasmus+, parce qu'on s'est rendu compte que c'était formidable, ça couvre plein de choses, on a envie de faire des projets. 2 voies principales. L'accréditation, qui a un accès pluriannuel avec une garantie de financement. Les appels à projets annuels, qui, eux, fonctionnent par 2 dates par an avec un financement par projet. Je vous détaille un petit peu comment ça fonctionne. En gros, l'accréditation, c'est un projet un peu plus conséquent qui vient donner un accès à votre structure dans sa globalité au programme Erasmus+, sur la partie mobilité. Vous écrivez un dossier pour expliquer comment est-ce que vos structures s'européanisent et va mettre en place des projets Erasmus+, dans les prochaines années. On demande d'avoir une vision un petit peu à moyen terme, du genre 2, 3, 4 ans. Et vous expliquez ce que vous envisagez de faire, même si c'est pas encore, tout n'est pas prêt évidemment, puisqu'il faut se projeter. Vous expliquez un petit peu comment est-ce que vous voulez inclure Erasmus+ dans votre structure. Et donc, cette accréditation, si elle est validée, elle vous donne un accès automatique au financement ensuite. C'est-à-dire que vous avez la garantie, quand vous demandez des financements, d'avoir un minimum qui va vous être octroyé, quoi qu'il arrive. Là où l'autre fonctionnement, les projets uniques, eh bien, vous postulez, soit ça fonctionne et c'est financé, soit ça ne fonctionne pas et tant pis. Voilà. Donc, l'accréditation, ça permet une petite sécurité de se dire, bon, c'est sûr qu'on aura des financements. Par contre, ça demande aussi de se projeter un petit peu plus et de s'inscrire davantage dans le programme Erasmus+, là où les projets uniques, ça peut être un bon moyen de tester une première fois sans forcément s'engager trop longtemps. Voilà. Donc, il y a des choses intéressantes dans les deux. En tout cas, le calendrier de l'accréditation, pour information, donc, les dossiers sont à déposer pour le 1er octobre, ce qui est une super date puisque c'est mon anniversaire aussi. Donc, on dépose un dossier d'accréditation, on a une réponse en janvier et en février, on fait sa demande de financement.
C'est-à-dire que là, on va avoir un tableau à remplir pour dire, bah, moi, je voudrais un échange de jeunes avec 20 personnes et puis une participation des jeunes avec 15 personnes. Et on a au mois de juin un retour qui dit, voilà, bon, bah, vous avez tant de budget et vous pouvez démarrer votre projet ensuite au 1er juin 2026. Il faut savoir que l'accréditation, elle va être valable jusqu'en 2027, fin du programme. Si jamais vous vous lancez dans cette formidable aventure dès maintenant, donc en octobre, votre accréditation, elle vous couvre votre demande de financement de février 2026 et celle de février 2027. Vous aurez du coup 2 ans d'utilisation de cette accréditation. Puis ensuite, le programme va être renouvelé, comme toujours. Et il est possible qu'il y ait des petits changements, donc on vous demande de recommencer, de refaire un dossier d'accréditation. En général, c'est comme ça que ça marche. Évidemment, ça, on ne sait pas pour le moment. Donc, elle n'existe que pour le volet jeunesse pour le moment et pas sport, attention, et pour l'action clé 1, la mobilité, pas les partenariats. Donc, elle ne concerne que les activités, en fait, échange de jeunes et mobilité et travailleurs jeunesse. Et donc, comme je vous disais, valable jusqu'en fin de programme. Donc, pour le sport, on va à la démarche simplifiée. Exactement. Et donc, quand on est prêt à faire une accréditation dès le début de programme, c'est la structure qu'ont pu le faire en 2021 ou 2022, ça veut dire que pendant 5, 6 ou 7 ans, on ne se pose pas la question. On sait que si on souhaite des financements Erasmus, on a un droit de tirage, en fait. Ce qui peut être vraiment intéressant aussi pour avoir un petit peu de pérennité des financements et de sérénité pour mettre en place ces projets quand on a un peu moins à chercher des sous partout. Les calendriers projets uniques et partenariats, là, tous les ans, c'est un peu la même chose. On a 2 dates, une en février et une en octobre, sur lesquelles donc, on peut déposer les projets. Ce sont donc les dates limites. Donc, février, c'est passé, mais octobre, vous pourriez commencer à travailler un projet pour le déposer en octobre. Vous allez avoir la réponse de si c'est financé ou non. En général, ça prend 3 mois pour avoir un retour, et ensuite, vous pouvez démarrer votre projet. Pour les projets de partenariat, là, c'est une date par an et c'est au mois de mars. Ça vient juste d'être passé. Donc voilà, ça vous laisse 1 an pour écrire votre prochain partenariat. Donc, Éline, quand tu parles de date de démarrage du projet, c'est les premières dépenses, hein, ce n'est pas forcément la première action. Non, exactement. Après, votre projet, il va pouvoir durer, par exemple, 2 ans. 2 années civiles sur lesquelles vous allez avoir le temps de faire votre échange de jeunes, qui, lui, va durer 1 semaine, mais au sein de ces 2 années-là, dans laquelle vous pourrez faire vos dépenses tranquillement. Les différentes étapes pour avoir accès donc, à ces super financements Erasmus+. D'abord, on se crée un compte EU Login. Vous pourrez aller regarder un petit peu comment ça fonctionne et je vous ai mis des liens aussi. Puis un code OID pour la structure. Alors, s'il y avait des anciennes d'Erasmus+, c'est ce qu'on appelait le code PIC avant, mais maintenant c'est OID. C'est pas le même, il a changé, mais voilà. Si vous avez déjà été dans Erasmus, vous avez déjà un code OID, donc c'est pas nécessaire de refaire cette partie-là. Donc, si vous êtes une MFR, par exemple, et qui fait de la mobilité Erasmus+, éducation, formation, c'est un seul et même code pour la structure, donc pas besoin de recommencer. Ensuite, on rédige sa candidature, on la soumet. On va avoir ensuite, si c'est accepté, un conventionnement avec l'agence Erasmus+, qui va vous dire, voilà, alors, les modalités en fait, de ce projet qu'on a ensemble, c'est que nous, agence, on va vous transférer des fonds et vous allez recevoir un préfinancement. La plupart du temps, le préfinancement, il va être autour de 80%. Pour les échanges de jeunes, c'est souvent ça. C'est 80% de votre subvention. Et les 20% restants, vous les avez à la toute fin du projet, une fois que tout est terminé, que vous avez renvoyé votre rapport final. Ce qui peut nous amener facilement 1 an et demi après. Ça nécessite du coup d'avoir un peu de trésorerie pour pouvoir pallier à l'absence de ces 20%-là que vous ne verrez qu'à la fin. En tout cas, pour le premier projet, ça peut être une difficulté. Ensuite, quand vous avez l'habitude d'en faire régulièrement, ça ne va plus être un souci puisque ces 20%-là qui vont arriver en fin de premier projet, eh bien, vous les aurez pour votre second projet, etc. Ça fonctionne mieux, mais pour le premier, attention, c'est une petite vigilance à avoir. Donc, votre préfinancement, vous le recevez, vous mettez en place votre projet. Vous avez le plaisir d'écrire un rapport final qui va raconter tout ce qui s'est passé dans votre projet et de recevoir ensuite les 20% restants. Le financement forfaitaire. Donc, j'en parlais, c'est vraiment la souplesse d'Erasmus+, qui est super intéressante. C'est que vous allez avoir des forfaits par poste de dépenses
pour un échange de jeunes, par exemple, vous allez avoir des frais de voyage. Ça va être, actuellement, on est sur 417 € par exemple pour un aller-retour. Si je veux aller avec mon groupe de jeunes en Allemagne et que je décide de prendre le train, pas l'avion, on va avoir un petit peu plus de sous parce qu'on est encouragé au mode de transport vert. Et donc, on aura 417 € pour un aller-retour par personne. Que vous dépensiez 417 €, vous n'en dépensiez que 150 parce que vous avez une super offre SNCF et que du coup, vous n'avez pas tout dépensé. Ça, on s'en fiche dans le sens où comme c'est un forfait, vous allez pouvoir moduler vous-même votre budget en fonction de ce que vous dépensez ou pas. Ça vous permet une grosse souplesse. Si vous dépensez beaucoup plus en transport et beaucoup moins en hébergement, vice-versa, c'est à vous de moduler ensemble. Vous avez un forfait. Il vous est attribué à partir du moment où il y a bien un participant qui fait la mobilité. Et voilà. On a des frais organisationnels. Donc ça, c'est pour vous, pour la structure, pour le travail qui est fait en fait en tant que structure organisatrice d'un projet Erasmus+. Des frais de séjour pour l'hébergement, transport sur place, alimentation, activités, qui sont en fonction du pays dans lequel la mobilité se déroule pour être à peu près en lien avec le niveau de vie. Les montants de ces frais organisationnels et frais de séjour sont fixes? Oui, ils sont fixes tous les ans. Vous les retrouverez dans le guide du programme Erasmus+. C'est-à-dire qu'en novembre, à peu près, ils sont déterminés pour l'année suivante. Et on peut avoir une idée à peu près du montant? Oui, pour un frais de séjour en France, actuellement, sur un échange de jeunes, on va avoir 67 € pour une personne. Donc, pour son hébergement, ses transports, son alimentation et ses activités par jour. Merci. Le soutien à l'inclusion, donc forfaitaire ou réel, je vous en parlais un petit peu plus tôt, ce qui vous permet du coup une gestion vraiment simplifiée parce que on ne va pas vous demander dans le rapport de dire combien exactement vous avez dépensé. On ne va pas vous demander les justificatifs de vos dépenses. Il faut les garder en cas de contrôle. Mais votre rapport, ça va être un rapport plutôt narratif qui va raconter ce qui s'est passé. Parce que le forfait, une fois qu'il vous est attribué, vous en faites ce que vous voulez à partir du moment où vous atteignez vos objectifs de votre projet. C'est vous qui faites ce que vous voulez. Si vous avez de l'hébergement qui se fait, j'en sais rien moi, en camping ou chez les familles, bah, en fait, ça va vous coûter beaucoup moins cher que la location d'un endroit. Donc ça, ça permet un petit peu aussi de s'adapter à vos quotidiens, vos réalités. Trouver des partenaires, on en a parlé un petit peu, c'est pas toujours évident. Plusieurs possibilités. Les réseaux sociaux, ça fonctionne particulièrement bien. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'utilise en priorité. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour nous. Il y a pas mal de groupes Facebook, notamment si vous tapez Erasmus Partner, il va y avoir Erasmus Partner Search, Erasmus jeunesse. Enfin, vous allez avoir des groupes Facebook dans lesquels, en fait, il y a plein de gens qui postent des petites annonces tous les jours, qui disent, voilà, nous, on est une structure belge et on cherche des partenaires, blablabla. Donc, vous pouvez à la fois y répondre, mais vous pouvez aussi mettre votre propre petite annonce et puis ensuite voilà, faire connaissance avec les différents répondants. Les réseaux personnels, c'est encore ce qui fonctionne aussi très bien, c'est-à-dire vous connaissez peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un, la cousine de votre oncle qui en fait vit en Italie et du coup va pouvoir vous aider à trouver sur place une autre structure jeunesse ou une mairie avec qui travailler, etc. Bien plus souvent qu'on le croit, ça fonctionne vraiment comme ça, un peu du bouche à oreille et puis de mobiliser un peu son propre réseau. Et sinon, vous avez une compilation de ressources de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation, donc là, sur l'autre partie formelle, mais qui peut être un bon outil de démarrage, une source d'inspiration un petit peu pour vous. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien et puis aller regarder par vous-même. Je vous ai remis là des anti-sèches jeunesse et sport. C'est des tableaux qui reprennent un petit peu tout ce que je vous ai raconté, mais sous forme vraiment synthétisée de tableaux. Donc voilà, vous pourrez aussi les imprimer et les coller dans votre bureau. Et enfin, les fiches actions des différentes actions du programme. Donc, c'est résumé en 4-5 pages à chaque fois. C'est très bien fait. Il y a une fiche spéciale accréditation, le guide du programme qui, lui, fait 200-300 pages, mais vous n'êtes pas obligé de le lire en entier. Juste ce qui va vous concerner, vous allez le retrouver résumé dans les fiches du programme, justement. Le BOEN, si vous êtes familier, c'est le bulletin officiel de l'éducation nationale. En fait, comme on dépend quand même la partie jeunesse en fait, du ministère de l'Éducation nationale, du coup, c'est dedans, dans la section 3, que va être détaillées les personnes qui peuvent participer au programme.
le récap des étapes sur le site du coup Erasmus Jeunesse, que je vous disais tout à l'heure, création d'un code OID, de EU Login, etc. C'est résumé là et vous avez les liens. Et enfin, les contacts à l'agence. Bon, ben là, du coup, on est tous des Pays de la Loire, mais donc vous verrez qu'on a différents correspondants à l'agence Erasmus Plus Jeunesse en fonction qu'on a envie de développer un échange de jeunes ou un Discovery ou Inclusion. Et il y a les adresses mail si vous voulez les contacter. Ça, c'est nos contacts pour les structures sartoises, s'il y en a, que vous aurez. Et donc, pour les structures donc des autres départements, je vous ai remis les liens vers le réseau des Europes Directes, des Maisons de l'Europe et enfin des développeurs Erasmus, qui sont des personnes donc, qui se sont engagées en fait, à partager un petit peu leurs connaissances sur Erasmus pour aider les nouvelles structures à y participer. Ça existe particulièrement sur la partie éducation-formation, mais ça peut aussi voilà, vous intéresser. Et voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je sais que c'était un petit peu dense et il y a pas mal de choses, mais vous aurez l'occasion de recliquer sur tout ça et puis d'aller regarder plus précisément. Voilà, Bah, merci. merci beaucoup Éline pour cette exhaustivité d'Erasmus+ jeunesse. En effet, ne vous inquiétez pas, tous ceux qui sont inscrits pourront recevoir le diaporama avec les liens actifs, hein. Donc, toutes les phrases qui étaient soulignées sont des liens actifs. Donc, merci Éline pour ce super travail de compilation aussi et de synthèse du programme. Alors, je vais passer la parole maintenant à Sophie Envroin de la Maison de l'Europe de Mayenne pour savoir s'il y avait des questions dans le chat, hein, pour que nos intervenants puissent y répondre. Bonjour, il y avait déjà 2 questions concernant le Pass Interail Discover EU Inclusion. Donc j'ai répondu avec un lien vers le BIJ, le Bureau international jeunesse, qui donne des informations, mais je ne sais pas si c'est vraiment ce qui était enfin, c'est pas le truc le plus précis, mais ça donne quand même des informations. Et sinon, il y avait une question, est-ce qu'un jeune qui gagne un Pass Interail peut partir cet été et prétendre à une aide inclusion pour les logements? Éline. Alors, à ma connaissance, le Discover EU Inclusion, il doit être en fait déposé et demandé par une structure avant, qui va ensuite identifier les jeunes qui vont pouvoir participer. C'est-à-dire que ça doit s'anticiper dans ce sens-là, plutôt qu'ensuite un jeune qui va pouvoir venir dire moi j'en aurais besoin, parce que si la structure n'a pas obtenu le Discovery ou Inclusion, ben, du coup il ne pourra pas forcément en bénéficier. Donc, Nathalie Guédon, en fin de compte, on vous a mis hein, le lien vers le concours Discovery You où les jeunes peuvent participer en ce moment. Et il va ouvrir le 2 avril jusqu'au 17 avril. Les jeunes pourront aller cliquer sur le lien et il y a juste 5 réponses à compléter. C'est assez simple. Et Éline, est-ce que tu peux nous rappeler le nombre de billets qui sont mis à disposition si tu les as en tête? Sinon, je pourrais les donner aussi. Alors, je ne l'ai pas en tête, donc je vais te laisser les Bon. donner. Mais en tout cas, à savoir qu'en France, il n'y avait pas forcément beaucoup de postulants les premières années. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter parce que des jeunes Français qui participent au tirage au sort ont de très fortes chances d'avoir leur ticket. Tout à fait. Donc, il y a 35 000 billets qui sont réservés pour les jeunes de 18 ans des 27 pays membres. Et il y en a 15 000 quand même hein, de réservés pour les Français. Et en effet, chaque année, eh bien, il reste des billets pour les Français parce que malheureusement, les jeunes Français ne connaissent pas suffisamment ça. Donc, vous qui nous écoutez aujourd'hui, n'hésitez pas à diffuser largement cette information parce que moi, partout où je vais, j'ai des exemples de jeunes qui ont fait le concours et qui ont gagné. Donc, on peut soit faire le concours pour soi-même ou bien pour moi et 4 autres copains ou copines. Et si je gagne, eh bien, les 4 autres partent avec moi. Juste tout ce qui s'est dit, est-ce que Bruno, tu avais des choses à illustrer éventuellement sur la présentation de Éline? Non, je rajouterais juste quoi il y a je l'ai mis sur le chat. Il y a une plateforme qui existe, Outlas, pour la recherche de partenaires. Donc le Outlas se lit à l'envers Salto, et donc j'ai aussi mis le Youth Salto, qui est la plateforme elle pour trouver des formations. Donc voilà. Après, pour la présentation d'Eline, donc moi en fait j'ai fait très court parce que je voulais laisser de la place à Eline parce que c'est un gros paquet ou un gros pavé qu'elle avait à présenter. Pour les participants, je pense que c'est extrêmement compliqué de se repérer dans tout ce bazar d'Erasmus+. Donc,
pour ne paniquez pas, vous allez y revenir, parce qu'en fait, il faut y revenir pour comprendre comment ça fonctionne. Et comme je disais, moi, au début de présentation, c'est qu'à un moment donné, il faut que vous sachiez ce que vous avez envie de faire pour savoir quel tiroir vous allez ouvrir. Parce qu'en fait, le programme est tellement vaste et tellement large que, en fonction de ce que vous souhaitez faire, les dispositifs, ou en tout cas les dispositifs vont être un petit peu différents. Ça va prendre du temps de comprendre. Moi, je veux pas faire le travail d'Éline, mais n'hésitez pas à vous diriger ou à revenir vers des structures qui pourront vous aider pour mieux comprendre. Aujourd'hui, moi, j'accompagne à titre professionnel, un peu personnel, mais en fait, la collectivité, on a une accréditation jeunesse dans le domaine de la jeunesse. Donc, en fait, on a aussi ce devoir. Ouais, enfin, c'est aussi au vu des sommes qu'on peut recevoir pour financer nos projets. Je pense que la moindre des choses, c'est de se faire un petit peu le relais de cette information. Donc aujourd'hui, on accompagne deux structures qui sont une association locale sur la construction d'un échange de jeunes qu'ils ont déposé en février. Et puis, on a une Comcom à Saint-Ouen qui va déposer en octobre. Donc en fait, nous, je suis là pour répondre aux coups de téléphone parce qu'ils ont. C'est très compliqué de comprendre comment ça fonctionne. Euh, sur la mobilité des coachs, j'en parlais avec Hélène la semaine dernière, on a, à titre perso, on a déposé, enfin j'ai déposé un dossier et mon staff, quand je fais du judo à titre privé, mais mon staff est très content d'aller se promener à droite à gauche. Alors, c'est pas des vacances, mais c'est des projets qui sont peut-être plus accessibles, en tout cas faciles dans un premier temps. Les échanges de jeunes, c'est quand même un gros pavé, mais ça se fait quand on a des objectifs clairs, c'est assez simple malgré tout, dit-il, simple. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller chercher l'info, hein. Alors, j'aurais une question, Bruno. Pour un projet, ça représente quel pourcentage éventuellement sur un budget d'un projet? Est-ce que justement ça te donne un petit coup de pouce ou un bon coup de pouce? Ah bah, clairement, pour la collectivité ne dépense rien. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est aussi ça la complexité de la chose, c'est qu'en fait, nos élus, première réaction, c'est sympa, vous emmenez des jeunes en Italie. La deuxième réaction, c'est oh bah dis donc, c'est bien parce que ça coûte rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des baisses du conseil, enfin des baisses des aides du conseil régional, par exemple, j'ai des collègues qui se plaignent qu'ils n'ont pas de moyens financiers pour organiser des séjours. À l'inverse, moi, je ne me plains pas. C'est-à-dire qu'en fait, les financements européens aujourd'hui me permettent de financer complètement les dépenses liées à ces projets-là. Alors, on est en milieu rural. Si vous discutez avec des structures accréditées en région parisienne ou dans le sud de la France, ils vont vous dire que c'est pas suffisant. Mais c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure de budget transport à 417 euros, on va en Italie. Donc moi, si je mets des jeunes, si on met une vingtaine de personnes dans le bus, ça me fait déjà 8 000 euros pour payer mon bus. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, les financements européens sont quand même assez conséquents. Et quand vous avez des volumes, nos séjours européens, c'est 50 000 euros pour payer un séjour à Paimpol 10 jours. Donc en fait, 50 000 euros, c'est quand même des grosses sommes pour des projets qu'on souhaite de qualité. Donc oui, il y a des financements. Par contre, il ne faut pas y aller, faut pas mettre le doigt sur le programme uniquement pour des financements. Ça, c'est le vrai piège. Il faut vraiment avoir la qualité en premier en tête. La deuxième chose, c'est la mobilité des jeunes ou des adultes, enfin, peu importe, mais il faut d'abord avoir cette notion de qualité en tête et ensuite, le choix de la destination, on s'en moque. Euh, le, mais par contre, le programme, l'échange va être réel et financièrement, c'est hyper intéressant, malgré tout. Merci beaucoup. Alors, comme on a un petit peu de temps, si certains qui sont parmi nous veulent prendre la parole ou poser une question en direct, on peut, sachant que nous avons une structure de la Chambre des métiers de l'artisanat, formation Laval, hein, qui avait éventuellement émis le souhait de pouvoir apporter un petit témoignage. Si vous le souhaitez, on peut vous accorder 2-3 minutes pour le faire. Ou sinon, les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Non, bah, c'est que tout était très clair. C'est vrai que c'était très, très, très
intéressant. Donc, vous voyez, ça vous laisse quand même pas mal d'opportunités, que vous soyez association, centre d'info jeunes. N'hésitez pas à relayer cette information auprès de vos structures, auprès des jeunes qui viennent vous voir, parce que souvent, on a des jeunes qui ont plein d'intentions, mais qui recherchent des financements. Et souvent, on ignore cette possibilité avec le programme Erasmus+. Ils ne pensent qu'à Erasmus+ éducation, mais en dehors de leur temps scolaire, ils peuvent aussi. Donc, beaucoup sont en train de préparer leur mobilité éventuellement d'été, après un job d'été, de prendre du temps aussi pour aller échanger sur différentes choses. Les clubs sportifs aussi sont des cibles intéressantes parce que souvent, en début de saison, ils organisent des stages de préparation. Eh bien, ça peut être aussi une façon d'aller échanger la façon de s'entraîner, la façon d'approcher l'activité physique et sportive avec des partenaires dans d'autres pays européens. Alors, on répète bien, hein, Erasmus plus jeunesse, c'est aussi bien pour aller chez un partenaire à l'étranger, mais aussi pour accueillir chez vous des partenaires étrangers. Donc, Bruno l'a dit, les comités de jumelage aussi sont des bons relais parce que souvent, les comités de jumelage recherchent un petit peu de fraîcheur dans leurs projets, sont des fois à court d'idées, eh bien vous, en tant que structure, vous pouvez aussi vous appuyer sur eux parce que vous n'avez pas forcément, vous, connaissance des forces vives dans vos villes jumelles, mais il peut y avoir justement des associations qui travaillent sur les mêmes thématiques que vous et qui souhaiteraient en faire bénéficier leurs jeunes grâce à des mobilités. Donc allez-y, franchement, c'est un programme. Bruno, en général, l'anticipation pour déposer et être prêt pour déposer un dossier, alors, Eline nous l'a montré, hein, février pour un projet qui va avoir lieu l'été, mais combien de temps avant il faut se concerter avec son partenaire européen pour travailler dessus? Alors, je vais prendre, en ce moment, l'accréditation nous permet, nous, par exemple, alors, nous sommes une structure accréditée désormais, nous permet alors, on dépose en février, mais si on n'a pas du tout de partenaire pour l'été, c'est pas grave, on dépose, on dit qu'on va faire des échanges européens. Et là, aujourd'hui, sur les structures accréditées, il y a des gens qui cherchent des partenaires pour l'été. Pour moi, c'est absolument aberrant d'avoir des structures d'avoir des structures accréditées qui doivent déposer des projets de qualité et qui, aujourd'hui, fin mars, sont encore en train de chercher le partenaire pour l'été prochain. Aujourd'hui, moi, je dirais, si quelqu'un souhaite organiser un échange européen octobre, ça laisse du temps. Par contre, ça voudrait dire, par exemple, qu'il faudrait faire des recherches de partenaires avant l'été. C'est-à-dire que être capable d'avoir des partenaires là, de commencer à discuter avant l'été, parce qu'on sait très bien que souvent, même pour toutes les structures, l'été, c'est pas forcément la bonne période pour discuter de quoi que ce soit. Mais l'idée, ça serait d'avoir d'éventuellement avoir trouvé des partenaires avant l'été, de commencer à discuter avec eux mai-juin de ce qui serait intéressant de faire, les thématiques sur lesquelles ils souhaiteraient travailler, commencer éventuellement à chercher des jeunes pour, pourquoi pas, dès la rentrée de septembre, commencer à travailler avec eux sur le projet, et puis déposer en octobre. Mais si c'était février, ça serait pas choquant non plus. C'est-à-dire que octobre, c'est pour celui qui va être vraiment motivé et qui se dit, moi, je veux le faire en octobre. On peut se dire qu'on va le faire en octobre. Si les partenaires sont trouvés, c'est facile. Là où ça devient compliqué, c'est quand on n'a pas les partenaires. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure dans le chat de s'appuyer sur les, les structures jumelées, ou même là tout à l'heure, je pense que les structures jumelées, nous, on a d'ailleurs commencé sur avec les deux villes jumelées avec Évron, parce que c'était simple, et parce qu'il y avait cette volonté au niveau du jumelage de dynamiser un petit peu et de provoquer quelque chose. Aujourd'hui, on ne travaille plus avec ces villes jumelées, parce qu'on a trouvé d'autres partenaires, parce que parfois les partenaires s'épuisent aussi. Donc oui, octobre, il faut être motivé. Février, ça laisse presque un an. Je pense que ça c'est dans les... Parce qu'il faut aussi comprendre, si c'est des newcomers, ça suppose aussi de comprendre le dossier, comment ça fonctionne. C'est vrai que ça prend un peu de temps. Octobre pour être motivé, février pour se laisser un petit peu plus de temps. Puis je rajouterais que, en fait, la ventilation des crédits Erasmus+, des budgets, se fait de la manière suivante, c'est-à-dire que sur la demande de février, on va avoir 80% des financements, et puis la demande d'octobre, 20%. En fait, ce deuxième round, il est un peu pour... voilà, il y a quand même des structures qui vont aller récupérer des financements à ce moment-là, mais la majorité du financement de l'année va être distribuée en février, en fait. Et effectivement, je pense que au moins 6 mois à l'avance, c'est bien pour avoir le temps de préparer un projet vraiment de qualité. Par contre, une fois que ça roule, c'est vrai que bon,
pour pas trop faire peur, mais la première expérience, elle peut être un peu compliquée. C'est bien de se faire accompagner, effectivement. Mais Joanne, on accompagne un centre social en Sarthe depuis 4-5 ans maintenant. Là, ça va être leur 3e échange. À chaque fois, je les accompagne un petit peu moins parce qu'ils apprennent largement à faire en fait aussi. Et c'est de plus en plus simple. Et franchement, en face, c'est de très, très beaux projets, quoi. Donc, ne vous découragez pas dans la masse d'informations que ça peut représenter parce qu'il y a de très belles opportunités en face aussi. Donc merci Bruno, merci Eline. On avait reçu des questions en amont de certaines personnes. On a essayé d'inclure les réponses dans les présentations qui ont été faites par nos 2 intervenants. Donc j'espère que vous avez réponse à vos questions. Est-ce que la MFR alors c'était la MFR de la Louisière qui avait posé une question. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos interrogations? Eh bien, je pense que oui, donc. Donc pour toutes ces accompagnements dont nous parle Bruno. Bruno, est-ce que tu es limité simplement à la Mayenne ou est-ce qu'une structure qui, serait d'un autre département, qui aurait éventuellement quelques petites, questions, peut t'appeler aussi ou pas? Oui, 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 oui. En fait, moi, je suis passionné, ou en tout cas, c'est vraiment mon dada. Je pense que j'ai trouvé là-dedans. Alors, ce que j'aime bien expliquer, c'est qu'en fait, en tant qu'animateur jeunesse, on a des formations, on travaille sur des tas de trucs, l'évaluation, l'implication des jeunes, la participation des jeunes, l'écriture des projets avec les jeunes, etc., etc. Les échanges de jeunes, c'est vraiment l'occasion pour les animateurs jeunesse de mettre tout ce qu'ils ont appris dans leur. Alors, moi, ma carrière est plus ou moins longue, hein, mais plus longue que plus d'ailleurs, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est la Rolls-Royce. Alors pour moi, c'est la Rolls-Royce des activités jeunesse, dans le sens où le dossier, l'écriture du dossier va vous permettre, et même la réalisation, parce qu'en fait, on va vous demander de l'écrire, mais on va vous demander de le faire. Et en fait, on peut mettre dans les projets d'échange de jeunes tout le condensé de ce qu'on a appris en tant qu'animateur. On va jouer, on va s'amuser, mais on va aussi évaluer, on va construire, on va avoir de la logistique, on va avoir de la préparation, on va avoir de l'échange, on va avoir. En fait, si vous pensez que vous êtes un bon animateur, l'outil échange de jeunes va vous permettre de vérifier ça. Mais concrètement, c'est-à-dire que vous allez avoir un vrai retour de flamme si ce n'est pas le cas. Donc c'est intéressant pour ça. Donc voilà. Eh ben parfait, donc n'hésitez pas. Les Europe Direct, Pays de la Loire, sont à votre disposition. Donc pour la Loire-Atlantique, c'est la Maison de l'Europe à Nantes. Pour la Mayenne, donc c'est Bruno, mais aussi la Maison de l'Europe en Mayenne qui est basée à Laval. Pour la Sarthe, eh bien, vous aviez ce matin Éline qui sera ravie de vous accompagner sur la Maison de l'Europe au Mans pour tout le département de la Sarthe. Et pour la Vendée, nous aurons, nous, le service des relations internationales de la mairie Europe Direct Vendée. Et je n'oublierai pas le Maine-et-Loire avec la Maison de l'Europe à Angers. Donc, merci à vous tous de votre participation. Nous avons d'autres rendez-vous avec les Europe Direct des Pays de la Loire en webinaire, un format qui vous permet justement d'assister en 1 heure à des informations qui peuvent vous être utiles. Et le prochain rendez-vous, ce sera le 28 mars à 12h30, de 12h30 à 13h30. Nous allons faire un retour sur les 100 premiers jours de la Commission européenne. Et ce webinaire sera co-organisé par les Europe Direct Pays de la Loire et Europe Direct de Bretagne. Donc, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux. Nous sommes tous sur Instagram. Il suffit de taper Europe Direct plus le nom du département dont je vous ai indiqué plus tôt. Et vous retrouverez déjà la publication du lien d'inscription pour le webinaire du 28 mars sur les 100 premiers jours de la Commission européenne. Ce webinaire sera disponible dans 24-48 heures en replay. Donc, on vous enverra à tous ceux qui se sont inscrits un lien pour aller consulter ce replay. Merci à tous. Je vois que Julie de la Maison de l'Europe de Angers a mis le lien pour vous inscrire au webinaire du 28 mars sur les 100 premiers jours de la Commission européenne, si vous le souhaitez. Un sujet peut-être intéressant à traiter aussi avec vos jeunes, si vous le souhaitez. Donc, merci à tous. Au nom des Europe Direct en Pays de la Loire, on vous souhaite une très bonne fin de journée et nous remercions nos intervenants. Bruno Massé pour la Comcom de Quiberon et Éline Bouffini pour la Maison de l'Europe de Sarthe au Mans. Merci à tous et bonne fin de journée.